De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'autre côté du mur, votre podcast préféré, le podcast du siècle, le podcast le plus incroyable de France, tout simplement. Jean-Michel Aplati pour vous servir et puis avec moi évidemment Monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Bonjour à tous. C'est marrant, t'as dit pour ce nouveau numéro, j'ai l'impression d'être dans un magazine, c'est science et vie des oiseaux, les oiseaux mag. Et dans ce numéro, nous étudierons les faucons. Les faucons, le saviez-vous? C'est un rapace qui vaut à 3 km. Voilà. Ça me fait plaisir là qu'on soit dans ce nouveau numéro. Qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau numéro? Fais gaffe parce que ça aurait pu être le numéro de Mickey Magazine aussi. Donc toi, tu vois, toi tu pousses la chose loin parce que toi t'as eu bac plus pas beaucoup, 1, tu vois. 1,5. Bon les amis, on est content de vous retrouver pour un nouveau numéro. Donc on le disait, retour vite fait sur le podcast de la semaine dernière qui a très très bien marché. Et oui, YouTube ne nous a pas censuré forcément. C'est ça, quand la vidéo se met pas en privé toute seule, forcément ça marche beaucoup mieux, hein, évidemment. Quand il y a des gens qui peuvent la voir, alors on n'est toujours pas mis en avant, hein, rassurez-vous, mais quand des gens qui ont le nom tapent la vidéo et la trouvent, bah oui, ça fait des meilleurs scores. Et surtout, on a fait un très très beau score en podcast, le meilleur score depuis bien longtemps. Donc je sais pas, est-ce qu'une dynamique se crée en podcast? En tout cas, nos amis de Spotify, Apple Podcast et YouTube étaient tous présents la semaine dernière. Merci beaucoup, merci à tous. On a fait un petit sondage évidemment. On va donner les résultats. C'était quoi le sondage de la semaine dernière déjà? Le sondage, c'était est-ce que on est team Maroc ou team Algérie sur notre sol français, parce que nous, tu sais, en Angleterre, c'est team Inde ou team Pakistan. Les Anglais doivent choisir et nous, on doit choisir. Et là, je suis très embêté. Sur YouTube, on est arrivé à une égalité. C'est égalité, 50-50, il y avait. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ça m'a étonné, figurez-vous. Mais égalité chez nos auditeurs. 50% Maroc, 50% Algérie. Peut-être qu'on a le même nombre d'Algériens que de Marocains en France, qui sait? C'est possible, je ne crois pas, parce que il y a beaucoup moins d'habitants de Maroc, donc je me dis proportionnellement. Bon, écoutez, ça nous fera l'occasion de faire une nouvelle bataille, peut-être un match retour entre le Maroc et l'Algérie, peut-être pendant ce temps-là en France, spécial une fois, je ne sais pas, mais ou peut-être qu'on étudiera ce pays dans le pays du jour. Avec nos relations avec l'Algérie, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, en tout cas les amis, un programme très très chargé aujourd'hui. On va filer au Canada parce qu'il se passe des choses de fou. Après votre pendant ce temps-là en France exceptionnel, on va revenir sur l'assassinat de Aboubacar, le migrant malien tué par un Bosnien. On va revenir sur ce qui s'est passé à Drancy ce week-end. On va parler de la poissonnière Panot et de l'autre débile de Manon Aubry qui sont partis en Pologne. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, on partira faire quelque chose d'inédit en podcast. On va faire un podcast direct, les amis. On partira en Roumanie suivre les résultats de l'élection présidentielle roumaine. On a fait 2 podcasts sur le sujet, donc c'est vachement intéressant de le suivre. Est-ce que tu veux qu'on teste notre ligne? Parce qu'on sera en duplex de la télé roumaine. Est-ce que tu veux qu'on teste la ligne? Alors testons la ligne. Hop, là c'est la régie qui parle. Hein. Ah ouais, ça marche. Hop. Donc là, donc là, pour être tout à fait honnête et franc avec vous, il est donc il est 20h là déjà en Roumanie, mais ça ferme à 21h leur bureau de vote. Donc c'est-à-dire que dans 53 minutes très précisément, donc on va continuer le podcast et dans 53 minutes, on vivra les résultats en direct. Dans 53 minutes et 10 secondes, là je vois le compte à rebours de la télé roumaine, on ira assister et suivre en direct les résultats à la télé roumaine et on découvrira avec vous en direct qu'est-ce qui se passe alors pour notre candidat Georgescu qui s'était fait bannir et qui finalement a eu le droit de se présenter, pour Siméon qui avait essayé de prendre sa place et qui est aussi candidat. Enfin, c'est un bordel complet. On va voir ce qui se passe en Roumanie et puis on va suivre ça en direct dans un podcast enregistré. C'est pas génial ça? Alors Georgescu ne s'est pas présenté. En fait, il a finalement été interdit. Il avait été autorisé puis il a été réinterdit. Je l'ai vu avec Siméon, le candidat. Siméon qui a dit que s'il remportait l'élection, Georgescu serait Premier ministre. Enfin bref. Ça a changé 7 fois, mais c'est infernal. Mais c'est infernal la Roumanie.
Roumanie. Putain, j'en peux plus. C'est vraiment la... Bon. Non mais entre ça et les nettoyages de pare-brise non volontaires Putain, au carrefour de Auxerre, ça nous casse les couilles les Roumains, putain. Bon, on suivra ça tout à l'heure dans 53 minutes et 10 secondes. Il y a plein de pays qui devraient pas exister, bordel. Bon allez, c'est parti, on va pas attendre 1000 ans, on prend l'avion, on file direction le Canada parce que là, il y a des choses à dire. De l'autre côté du mur. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre! Oui les amis, vive le Québec libre. Et bon, je vais pas vous mentir, je sais pas si le Québec sera libre encore longtemps. Alors, c'est vrai qu'avec Trotsky, on savait pas quoi faire comme pays. On s'est demandé, mais où est-ce qu'on va partir cette semaine? J'ai pas d'idée, etc. Et Trotsky m'a dit, mais attends, il y a eu des élections au Canada. Bon, filons au Canada. Donc, moi, je m'attendais pas à découvrir une telle merde en fait, parce que moi je suis allé au Canada puis on m'avait vendu les Québécois, les gens super gentils, pas de problème, le Canada c'est vraiment tout le monde veut vivre au Canada. Qui n'a jamais eu un ami qui s'est dit oh là là mais moi je pars vivre au Canada, je vais faire un road trip, nanana. Mais putain. Et en fait on découvre que le Canada a des problèmes. Mais surtout que moi en vrai quand on avait fait notre concertation pour créer ce podcast, je crois qu'on en avait parlé une fois, c'est en partie grâce au Canada qu'on a créé ce concept, parce que moi le Canada, tout le monde en a une bonne image, exactement comme tu dis, ils sont géniaux machin, ouverts, de gauche, c'est super le Canada. Et par contre toi, mes potes qui ont voulu aller au Canada, on leur a demandé il fallait qu'ils aient 3000 € sur leur compte, il fallait qu'ils justifient de tout leur relevé bancaire, il fallait qu'ils soient dans un secteur qui recherchait. C'était les mecs les plus stricts en immigration, mais avec une bonne image quand même. Et du coup, je me suis dit, attends, pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir une bonne image en des critères stricts d'immigration, alors que nous, on est vus comme des fascistes si on dit, et si on réduisait un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est pour ça que le Canada m'avait beaucoup déjà inspiré à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'aller au Canada, et surtout que les élections, il s'est passé plein de dingueries. Oui, et la situation a beaucoup changé depuis les politiques très strictes d'immigration canadienne. Alors, pour vous remettre dans le contexte, on avait depuis une grosse décennie un règne sans partage de Justin Trudeau, qui était vraiment infernal, hein. C'était un des meilleurs potes de Macron. Limite, je me demande s'ils se sont pas enfilés à un moment quand même. Honnêtement, vous savez quoi, chers auditeurs, je croyais que mon ami Jean-Michel allait dire je crois que je préfère Macron à Trudeau. Tu sais qu'il allait faire un petit cadeau à Macron et tout. Non, en fait, il part directement sur le domaine, le sexuel, le truc. Voilà, c'est bien, il est en forme. Pourtant, on n'est pas mercredi, parce qu'on avait cru comprendre que c'était quand on enregistrait le mercredi qu'il était complètement fou. Et non, dimanche avant ses élections Roumanie, il est quand même complètement fou. Écoute, en tout cas, sache que moi, bon, tu sais que de quoi je vais parler. Toi, tu as tes sujets de prédilection, j'ai le mien. Le Canada était un des pires pays au monde pendant le Covid. Donc, je suis d'accord que la palme du président infernal revient à Trudeau, qui, je le rappelle, a coupé le compte en banque de routiers qui ont manifesté. Tu ne pouvais plus retirer d'argent. Tu n'avais plus accès à ton argent que tu avais gagné, en plus de toutes les taxes infernales du Canada. Trudeau était donc une énorme merde et les Canadiens en ont eu marre. Tellement marre qu'il a été contraint de démissionner, les amis. C'est ça. Vous vous rendez compte? Le mec a été contraint de démissionner avant la fin de son mandat. Est-ce que ça laisserait pas songeur quand même? C'est vrai. Oh, quel espoir. Comment ça, c'est possible? Dans un pays, dans une démocratie qui nous ressemble un petit peu, avec une partie de la population qui parle notre langue. Ah, c'est possible alors de contraindre quelqu'un à démissionner. Tiens, c'est marrant. Et avec un président forcément homosexuel. Non mais tous les critères sont réunis. Ah putain. Je sens que ça lui a manqué qu'on se soit fait passer en privé sur YouTube la semaine dernière. Il se dit, cette semaine, on repassera en privé quoi qu'il arrive. Et on aura la mention explicite. Bon, Trudeau qui venait du parti libéral canadien. Bon, alors faut savoir que les gars, au Canada, il y a que des partis de gauche en fait. Parti libéral du Canada, c'est du centrisme de gauche. Nouveau Parti démocratique. Alors ça, c'est un parti de gauche, de centre-gauche, dirigé par des Indiens. On y reviendra plus tard. Après, on a le Parti des Verts du Canada, qui donc là est de gauche, centre-gauche, extrême-gauche. Oui. Nous avons le Bloc québécois, qui est du centre-gauche nationaliste. Voilà. Et le Parti conservateur qui est du centre-droit. Voilà. On n'a pas plus que le centre-droit. Donc c'est quand même... on est dans un contexte étonnant. En tout cas au Canada, mais...
Pourquoi pas? Moi, j'ai pas envie de les vanner parce que, en vrai, notre RN, je veux dire, ce qui est censé être notre extrême droite, c'est pas non plus. C'est pas Victor Orban, les gars, c'est pas. Oui. Et puis, ce qui est trop drôle, c'est que là, t'as dit les libéraux, mais attends, moi, je veux absolument en parler. C'est que ne vous attendez pas à ce que les mecs du parti libéral, la canadien, c'est pas Javier Milei. Hein. C'est pas libéral comme ça. Hein. Ah non, c'est libéral économie comme ça. Mais alors, par contre, le reste, c'est barba papa, mou du slip. Hein. Mou du slip au programme. Hein. Donc Trudeau était tellement impopulaire qu'il a dû démissionner. Et alors là, tout le monde s'est dit, bon ben, tout le monde en a plein le cul du Parti libéral. Ben, les conservateurs vont forcément gagner. Les mecs étaient en tête dans tous les sondages pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'ils aient un voisin orange. Jusqu'à ce que Trump arrive à la Maison-Blanche, les amis. Et là, ça va nous intéresser. Trump, rappelez-vous, pourquoi les Canadiens, ça les concerne. Bon, après, ils ont une frontière énorme en commun avec lui. Ça ne vous aura pas échappé. Mais il l'avait dit, on l'a relaté dans l'épisode sur les États-Unis, qu'il voulait annexer le Canada. Il voulait que ce soit, le 51e État des États-Unis. Oui. Donc, en fait, Trump, là, il a montré un peu des petites velléités, on va dire, de s'approprier le Canada, en tout cas de les asservir, les Canadiens. Les principaux enjeux de la campagne étaient simples. Réduire le coût de la vie, avoir des loyers plus abordables et la troisième priorité des Canadiens était, je cite, comme c'est dit dans les sondages, calmer Trump. Calmer Trump, putain, oui, c'est marrant de dire ça. Je te jure. Et quand on regarde les priorités, quand on compare avec les âges, en fait, si tu veux, oui. Donc on voit que les 18-29, les 30-44 et les 44-59, bon, mais eux, leur priorité, c'est clairement de réduire le coût de la vie et d'avoir des loyers beaucoup plus accessibles. Et on voit les plus de 60 ans, à plus de 50%, les amis, leur première priorité était de calmer Trump. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était la première priorité des boomers. Et alors là, le problème, c'est ça qui... vous voyez, on a quasiment le même président qu'en France, on a quasiment les mêmes problèmes. Les mêmes électeurs. Et là, on a les mêmes électeurs, les boomers qui sont les plus nombreux au Canada, dans ce pays de 38 millions d'habitants. Les boomers qui sont donc les plus nombreux et qui ont donc fait renverser totalement l'élection. Nous avons ici les votes par tranche d'âge. On voit que les 18-34 ans ont voté à 41% pour les conservateurs. Ouais, pile le score des conservateurs. C'est marrant, tu vois, ils sont pile représentatifs de la tranche d'âge du pays entier. C'est marrant, pile le même score. Les 35-54 ans, 46% pour les conservateurs. Et alors, les 55 ans et plus, on est à 34% pour les conservateurs et à 52% pour les libéraux, ce qui a fait totalement basculer l'élection. Et à la place d'avoir donc un président conservateur, nous avons la copie conforme de Trudeau en pire, les amis. Oui, parce que là, il doit y avoir un truc il y a quelque chose qui doit vous choquer là. Ding 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 dans votre cerveau, ça doit faire ce bruit-là. Il y a un gars du Parti libéral qui démissionne, Justin Trudeau. Suite à ça, sont organisées des élections. Qui gagne? Le Parti libéral. Donc là, vous vous dites, attends, c'est quoi ce bordel là? Normalement, c'est que quand il y a une démission, tout ça, c'est que ça appelle un changement. Et ben là, non, c'est pas un changement, c'est peut-être même une radicalisation. Tu vois, le parallèle avec la France est tout trouvé, puisqu'en 2027, je prends les paris maintenant, un candidat proche de la Macronie sera élu président de la République. À moins qu'il y ait des dossiers farfelus sur lui qui sortent, mais je pense que Édouard Philippe gagnera encore haut la main l'élection présidentielle. C'est vrai, mais c'est pas comme si Macron démissionnait, tu vois. Mais si Macron démissionnait, ça pourrait être Édouard Philippe qui gagne quand même, ou Attal, tu sais. Donc au final, ça pourrait être canadien. Et si Macron se représentait dans 2 ans, il regagnerait. Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Mais tout ça s'explique, mais on le dit depuis 23 épisodes maintenant, tout cela s'explique par la démographie du pays. Et nous avons, en l'occurrence, le Canada et nous, des pays très très âgés. Et ce sont les boomers qui se mobilisent le plus et qui votent le plus et qui sont les plus nombreux. En gros, c'est eux qui font les élections. Ceci étant, j'ai aussi dans mon petit panier le vote en fonction des sexes. Et là, encore une fois, Jean-Michel Aplathy va devoir être misogyne. Mais que voulez-vous que je fasse quand je vois que les femmes ont voté à 52% pour les libéraux et les hommes à 46% pour les conservateurs? Ouais. Putain, mais... Là, l'écart est moins stratosphérique quand même que la dernière fois quand on avait regardé où vraiment c'était choquant. Là, bon, il y a un écart, mais c'est quand même moins choquant.
Ouais, mais En Allemagne, tu te souviens, en Allemagne, Oui. là, on était, vrai on était à 2 doigts de faire 2 pays, tu sais, de faire l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, mais pas pour des raisons géographiques, c'est-à-dire avec le bloc communiste, mais juste le bloc femmes et le bloc hommes. Hein, parce que et là, ils étaient plus du tout d'accord. Je te jure. c'est vrai. Bon, en tout cas, McCartney, c'est ça, hein, McCartney Ouais, a Marc été. Carnet, ouais. Ouais, Mac Non, parce que tu comme sais, McDonald's. ça fait comme MC là. Ouais, mais il s'appelle Marc, mais pas comme McKinsey. Tu vois, c'est pas MC, c'est un Marc comme Marc Cavendish. Ou comme Ah oui, Marc avec un K. Oui, c'est Marc avec un K. Ouais, c'est ah, ça. voilà, ouais. C'est pas MC quoi. Marc avec un K, donc a été élu Premier ministre et non pas président, hein, Premier ministre canadien pour les prochaines années. Donc Marc, c'est quelqu'un de particulier. Oui, alors il faut quand même, je pense, on l'a pas assez dit, mais le résultat du coup définitif des élections, c'est que le parti libéral de ce bon Marco là, Marc Carnet, a gagné, Marc Carnet, pas M, putain, j'ai envie de dire, tiens, Marc Carnet là, j'ai envie qu'il nous fasse du rock là, je sais pas pourquoi. Ils ont gagné du coup avec 43% des voix, devant les conservateurs 41%, devant le bloc québécois, et après les autres ont fait 6%, donc on s'en fout un peu, mais les libéraux 43 devant les conservateurs 41. Alors, ça on s'en fout pas vraiment puisque mais c'était déjà les premier. libéraux... Ils ont fait des alliances, Oui, mais ils sont déjà premiers. Oui, mais les libéraux n'ont pas la majorité aujourd'hui au Parlement. Ils vont devoir s'allier avec, normalement, le NPD, donc Ouais. le nouveau Parti démocratique, ou le Bloc québécois, pour Ça. avoir la majorité des voix. Et alors, le NPD, les amis, c'est exceptionnel. Hein. C'est, alors, je ne l'ai pas encore faite, mais je pense que je vais le mettre dans Oui. la vignette du podcast. Je vais vous mettre les candidats aux législatives là-bas, les amis. C'est exceptionnel. C'est que des Indiens. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. McCartney, Ouais. qui prie le dieu de l'écologie aussi. Et oui. Ah bah lui, il prie ça, mais enfin, en fait là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, pas de contresens, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paradoxes au Canada. D'un côté, il a enlevé la taxe carbone, parce que oui, vous savez que nous en France, il y a certaines personnes qui ont dit attention, l'écologie va arriver avec des taxes, peut-être un passeport climatique. Ils ont été traités de complotistes. Sachez qu'au Canada, c'est déjà le cas. Hein. Ce n'est pas un passeport, mais vous payez par tonne de CO2. Alors c'est trop marrant parce qu'ils y sont allés progressivement. C'est comme à chaque fois, c'est comme ça dans tous les pays. Tu sais, on te met une petite taxe en disant vous inquiétez pas, c'est que 0,0001%. Et puis après, ça monte. Par exemple, la taxe, donc c'est pour par tonne de carbone que vous consommez, donc que ce soit dans les carburants, dans les énergies pour vous chauffer, etc. Ça arrive en 2019, on vous met la taxe, mais tranquillement. En 2023, c'est $65 dès que vous consommez une tonne de CO2. En 2024, c'est $81. Et en 2025, $95. En 2030, ce sera $170. Donc vous voyez comment en 7 ans, ils vont passer de 65 à $170 la taxe. Par contre, rassurez-vous, vos salaires ne vont pas augmenter, hein. Bien sûr que non. Les taxes augmenteront, mais sûrement pas vos salaires. Les loyers ne vont pas baisser. On vous tondra plus, chers amis moutons. Le nouveau Premier ministre canadien qui est donc un fervent adepte de l'écologie, pastèque, un vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, les amis, vous l'avez évidemment compris. Et il est aussi à l'initiative de quelque chose d'incroyable. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire à Trotsky, putain, faut qu'on parle du Canada. J'en avais entendu des trucs de ouf, mais alors là, McCartney est à l'initiative et à la création de l'initiative du siècle. Si vous êtes assez complotiste, ça doit vous faire peur. Tout ce qui est Oui. projet 2050, initiative du siècle, le dîner de l'année, tout ce qui est ces mots-là, ça doit vous faire extrêmement peur normalement. Là, je peux même pas te dire de mettre l'alerte complot, parce qu'il n'y a aucun complot. En fait, les gens ne se cachent pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce que l'initiative du siècle ? L'initiative du siècle est un influent groupe de pression canadien. Donc en fait, ce sont des lobbies. Donc Marc Carney, donc le nouveau Premier ministre canadien, en est un des cofondateurs. Il milite pour une hausse radicale de l'immigration de manière à augmenter la population canadienne à 100 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Je rappelle qu'aujourd'hui, les Canadiens sont 38 millions, les amis. Ça fait Le Canada est un très grand pays. Ouais, c'est ça. Le Canada est un très grand pays, mais peu peuplé. Oui. Évidemment, vous imaginez bien, je l'ai dit, mais vous imaginez bien que leur projet, c'est pas de dire aux Canadiennes, faites des enfants canadiens. Non. Leur projet est de faire venir du monde, les amis. Bah, quand tu fais x3 de ta population en 50 ans, généralement, le projet, c'est pas de faire enfanter rapidement et de tout changer. Hein. Généralement, c'est qu'il y a des bateaux de gens qui vont venir. C'est ça. Et alors, là, Trotsky, comme je sais que tu es le roi du complot,
Oula. Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions complotistes. D'accord. À toi d'y répondre. À toi de trouver. À toi de trouver. D'accord. Je dois répondre Ok. comme un complotiste ou je dois répondre justement en évitant le complot? Tu peux faire les deux. D'accord, je vais alterner. Tu Très peux bien. faire les deux. Allez, avec plaisir. Et répondez chez Alors. vous aussi. Hein. À ton avis, Mhm. par qui ce lobby est-il financé? Alors, par qui ce lobby est-il financé? Alors là, il y a plein de noms complotistes qui me viennent en tête. Je vais prendre le plus riche du monde parce que lui, il finance à peu près tout. Donc, généralement, ça marche bien. Je dirais Bill Gates. Ah, Faux. alors attends. Donc, c'est une entreprise ou c'est une personne physique? Parce que c'est ça le Les truc. deux, les deux. Les deux. Alors là, ah oui. En Oula. fait, il y en a plusieurs. En fait, non, mais en fait, Ah. comme il y a plusieurs, en fait, il y en a plusieurs. Bon. On va dire que donc par qui ce lobby est-il financé? Donc il y en a plusieurs et Mhm. on va dire que le premier est une entreprise. Ah, une entreprise. Oula, oulala. D'accord. Alors, si ça avait été un média, j'aurais dit USAID. Mais je pense que ce n'est pas ça parce que là, c'est un peu trop loin d'un média. Donc, à mon avis, les connaissant les ozos, est-ce que c'est une entreprise? Bon, l'entreprise, là, on va prendre chez les riches, ça doit être une entreprise américaine, dis-moi. Oui, monsieur. D'accord. Bon, là, c'est simple. C'est soit Vanguard, soit BlackRock. Bravo. Ouais. Oh là là, c'était dur, hein. Ouh. Putain, j'espère chez vous, vous avez trouvé aussi rapidement que moi. C'est bien BlackRock. Ah. Mais il n'y a pas que BlackRock. D'accord. Il y a aussi, Vas-y. je vais te donner un autre indice, un cabinet. Ah. Est-ce que son nom ressemble étrangement au nom du Premier ministre? Est-ce que ce n'est pas Marc, mais Mac, le début de ce nom de cabinet? Oui. McKinsey. Oh putain, ça Oui. faisait longtemps. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Ils sont toujours dans les bons coups, hein, dis-moi. L'association Oui. McKinsey BlackRock, là. Putain, ça c'est... Oh, c'est Et pas mal. Attention, Oui. et attention les amis, McKinsey qui tient la main à BlackRock Ouais. et qui se rendent tous les ans pour parler de ce projet-là dans un forum. Ah, est-ce que ça se situe en Suisse? Est-ce que c'est dans la ville qui connaît à chaque fois qu'il y a ce forum la plus grande augmentation de demandes de prostituées, plus 280% dès qu'il y a ce forum-là? Est-ce que cette ville commence par un D? Je crois que j'ai trouvé. C'est donc Davos. Exactement, Ouais. exactement. Eh, c'est facile, le guide du complotiste, là, je commence à le maîtriser, les amis. Oh, Ah ben, je me régale. non mais franchement, t'es au top du top. Hein. Ah bah, écoutez, je Donc m'entraîne. les amis, voilà l'initiative du siècle initiée par McKinsey, BlackRock, avec la complicité de Davos et fondée par le nouveau Premier ministre canadien, les amis, ça laisse songeur. Mais comment les Canadiens vont-ils réussir à importer autant d'immigrés d'ici 75 ans? C'est vrai que... Je vous rappelle que leur objectif est à 100 millions. 60 millions de personnes, t'imagines, c'est la France. Bah, plus ou moins. C'est comme si tout le territoire de la France devait aller au Canada. Ça fait du monde, hein. Sachant que depuis 2021, les amis, Trudeau a déjà commencé. Puisque depuis les années 50, donc la politique migratoire du Canada était très stricte avec oui. en moyenne, hein, je vous le dis bien en moyenne, moins de 200 000 entrées légales par an. Voilà, ça c'est une moyenne. C'est une moyenne. Ok. Et entrée légale, ça veut pas dire tu entres et je te naturalise. Ça veut dire tu entres pendant 3 ans, tu travailles et tu te casses. Oui, c'est ça. Ok. Bah, comme des gens qu'on connaît. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent voient, même de loin, des gens qui ont fait ça. Oui, mais en France, généralement, quand tu rentres, tu repars plus. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je précise. Hein. Oui, mais tu as raison. Et depuis 2021, les amis, en moyenne, les Canadiens accueillent 1,2 million de personnes par an. Putain. Ah, ils ont fait plus 5 millions. Ah ben tu regardes la courbe, c'est exponentiel. C'est c'est fois ça 6. monte comme une fusée. Et alors, vous allez me dire, mais de quelle immigration s'agit-il? Ils se fournissent où? D'où vient la matière première? Eh bien, ils se fournissent dans un des pays les plus peuplés du monde. Ils se fournissent dans un pays que vous connaissez très bien si vous nous avez écouté la semaine dernière, l'Inde. Et ils sont 1 les milliard. Canadiens sont sympas, Mhm. puisque les Canadiens donnent aux Indiens envie de venir, hein, puisque le 30 avril 2025 a été voté l'autorisation des familles multiparentales, comme les trioples, ça je connaissais pas ce mot. Moi non plus. En gros, la polygamie a été autorisée au Canada. Ah, c'est intéressant ça. Tiens, tu vois, là on est encore dans un paradoxe parce que me semble-t-il que les féministes détestent
ce concept de polygamie. Que leur mec ait plusieurs femmes et qu'elles soient réduites à genre je suis un tiers d'épouse. Et là, au final, eux, dans un gouvernement avec tous les trucs LGBT, féministes et tout, par corrélation avec les Indiens, ils préfèrent autoriser la polygamie. C'est marrant, c'est quand même marrant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les conservateurs et même tous les autres partis ne sont pas prêts de gagner une seule élection, puisque les libéraux faisant venir des populations étrangères, les naturalisant très facilement, ces populations-là, évidemment, les remercient et votent en masse pour eux. On compte aujourd'hui dans les districts, eux ils appellent ça des districts, à forte immigration au Canada, les libéraux ont remporté 80% des suffrages. Ah ouais, et pourtant c'est que le début, entre guillemets, enfin comparé à et c'est que le début. Mais c'est que le début, c'est un début qui va vite, puisque à l'heure où je vous parle, 25% de la population canadienne est maintenant née à l'étranger. Putain. C'est énormissime, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce projet est totalement fou. On est en train, en fait, de détruire le Canada. En tout cas, de le changer. C'est-à-dire qu'on change la population totalement, puisque là, tu as déjà 1 sur 4 qui est né à l'étranger et ils veulent importer 3 fois plus. Donc au final, ils seront... Ouais, c'est... Putain, c'est particulier comme projet. C'est particulier. Vous voyez, on en parle depuis plusieurs mois dans ce podcast et on se pose toujours cette sempiternelle question, mais à quoi bon ? À quoi bon importer, en l'occurrence là, pour le Canada, des Indiens ? Donc les mecs ont quand même fait de leur pays un trou à merde. Non mais, tu vois ce que je veux dire ? À quoi bon importer des mecs ? Ça s'améliore quand même, ça s'améliore. Ouais, enfin, ça s'améliore. Moi je vois des vidéos de New Delhi, mec, des vlogs, ça s'améliore de rien du tout. Un jour, amuse-toi, si t'as rien à faire, moi des fois je le fais, je vais sur Google Maps et je prends le petit bonhomme et je le jette quelque part en Inde et j'essaie de trouver un endroit propre, et ben gros, je n'y arrive jamais. Ça fait 27 jours là que j'ai pas dormi, parce que je suis en train de chercher. Non mais, et en fait là, et là je suis en train de me demander à chaque fois, mais à quoi bon tout ça ? Bah écoute, parce que comme elles font pas d'enfants, ce sont les Canadiennes et tout, autant répartir la population, ils sont 1 milliard dans leur pays, autant les mettre autre part, je sais pas, j'ai pas toutes les explications. Est-ce que les populations immigrées seront plus dociles plus tard pour des projets, pour des projets de contrôle ou quoi, puisqu'elles seront pas dans leur territoire de base, je sais pas. Est-ce que ça provoquera une guerre civile ? Et c'est cool, ça fera ça, tu vois, ça réduira au silence les populations qui étaient encore un petit peu en capacité de résister, je sais pas. Donc le nouveau Premier ministre canadien, les amis, souhaite la disparition du peuple canadien. Parce que c'est ça, hein. Et le pire dans tout ça, c'est que des gens disent oui, votent pour ça. Après, tu vois, toi qui aimes pas les boomers et t'aimes pas qui contrôlent les élections, bon bah au moins... ce sera plus eux qui seront majoritaires, tu vois. Ce sera une autre population qui contrôlera les élections. Donc ça empêchera ce pays de vieillir, ce qui est un problème aussi. On peut dire, qu'il est sauve du vieillissement et du sort du Japon, quoi. Oui, enfin, à quoi bon ? Oui, mais regarde le Japon aujourd'hui, je préfère 100 fois être dans la situation japonaise que dans la situation canadienne. Les Japonais ne font pas d'enfants, donc les Japonais ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, mais les Japonais robotisent tout. Les mecs sont en avance sur tout. Et aujourd'hui, les mecs... C'est tout con, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, t'es un groupe comme Carrefour Leclerc. Tu manques de monde pour faire la caisse, tu manques de vigiles, etc. Mais au Japon, ils n'ont pas ce problème-là. Société homogène, 100% de confiance, donc on réduit la main-d'œuvre de sécurité, par exemple. On a au Japon des épiceries ou des supermarchés sans caissier, où les mecs se servent et payent directement et partent. Donc en fait, les gens, ces gens-là, il faudra qu'on fasse un podcast sur le Japon. C'est vrai. On trouvait la solution idéale en fait. Oui, mais tu vois, ils ont un taux de vieillissement de la population, que ce soit en termes de retraite, que ce soit en termes d'infrastructure. En fait, t'as beaucoup plus de maisons de retraite, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un pays qui est voué à être dynamique. Là, c'est un vrai problème pour, je sais pas, si tu te projettes à 50 ans, ça fait flipper, tu vois. Mais le Japon va rester le Japon, tandis que le Canada va devenir l'Inde. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu préfères en fait ? Oui, non, mais c'est sûr. Moi, j'essaie de trouver des arguments pour eux. Genre, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'essaye. Et alors, de ce que j'ai pu comprendre, les boomers canadiens soutiennent massivement cette forte immigration venue de l'Inde, enfin venue en fait de n'importe où, puisque cette forte immigration fait augmenter la demande d'immobilier. Les boomers possédant un grand nombre de biens immobiliers
partout dans le Canada voient d'un coup les loyers augmenter et s'enrichissent sur ça. Ouais, mais sauf que je croyais que leur Premier ministre, là, lui, il voulait justement faire baisser le prix des loyers. Donc, il va falloir qu'il choisisse, tu vois. Mais oui, avec la demande, verra. en tout cas. Ouais, c'est ça, on verra. Donc, on a des boomers égoïstes en France, mais vous inquiétez pas, nous avons également des boomers égoïstes au Canada. Et alors là, je vais reposer la question que j'ai déjà posée maintes et maintes fois dans ce podcast. Doit-on restreindre le droit de vote seulement aux actifs entre 21 et 60 ans? Bah déjà maintenant ça va jusqu'à 67 ans déjà. Tu vois, t'as volé les 60-67 ans, ils se sont fait voler là. C'est vrai. Dans ton calcul. Ça c'est vrai. Non mais à partir du moment où t'es à la retraite, est-ce que t'as le droit d'ouvrir ta gueule? Bah avec tout ce que t'as fait quand même, t'imagines. Les mecs ils ont bossé 40 ans, putain ils ont plus le droit de donner leur avis, c'est infernal quand même. Ouais mais quand tu votes pour une politique, pour un politique, t'es censé en fait voter pour l'avenir d'un pays. Et encore une fois, c'est pas sur l'avenir à 1 mois, à 6 mois, à 1 an. C'est l'avenir à 20-30 ans. Et quand t'es à la retraite, les 20 ou 30 prochaines années, selon ton âge, tu les verras pas si tu veux. Donc est-ce que tu es plus légitime de voter pour ton pays dans 20-30 ans que un mec qui a... qui est au RSA à 21 ans et qui n'a jamais travaillé, tu vois ce que je veux dire? Franchement, quand moi je vois le taux d'éducation politique et des sujets des jeunes, moi ils me font plus flipper que les mecs de 60 ans qui au moins ont une expérience, qui au moins les pauvres se sont fait tellement taxer qu'ils savent un peu de quoi ils parlent, tu vois, contrairement à tous ceux qui vivent chez leurs parents ou tu vois qui n'ont jamais eu un salaire. Donc eux évidemment ils sont là, taxons les riches, il faut absolument plus les taxer parce que tu vois c'est d'où le pourcentage de vote LFI extrêmement important chez les jeunes. Parce que ou alors on peut prendre la solution de faire voter que les actifs payant des impôts. Ça déjà, moi ça me paraît plus légitime ça. En tout cas, on constate au fur et à mesure des podcasts et au fur et à mesure que l'on avance et que l'on fait le tour de la planète Terre que nous avons un sérieux problème de démocratie, les amis. Étant donné que c'est un cirque, ça c'est mon avis... En fait, il n'y a pas un problème, c'est juste bien étudié pour que ce soit toujours pareil. Que ce soit toujours centre, allez, de temps en temps, une petite alternance centre-droit, centre-gauche, centre-droit. Mais t'inquiète pas, tout est géré, tout est absolument fait pour que le problème persiste et que ce soit toujours à peu près des politiques au centre, pro-OTAN, pro-OMS, pro-Europe, pro-fraternité, pro-tout. Progressisme. Oui, mais pourtant, on voit bien qu'il y a du changement. En tout cas, on le voit aux États-Unis, on a pu le voir en Argentine, on voit qu'en Allemagne, ça commence un peu à changer, même si vous avez vu, mais l'AfD vient d'être classée comme parti terroriste. Les services secrets peuvent maintenant écouter leurs conversations et tout, c'est vraiment incroyable ce qui se passe en Allemagne, mais on voit que les digues sont en train de bouger en tout cas. C'est vrai, mais bon, c'est quand même des pays lointains et très différents de nous qui votent de manière entre guillemets extrême ou avec des profils très différents. Nous, au niveau de l'Europe, l'Occident, putain, il n'y en a pas beaucoup, quoi, à part Orban, en vrai. Oui, c'est vrai que pour l'instant, nous sommes assez vitrifiés par ce qui s'est passé il y a 70 ans de ça. Et quand tu dis le moindre mot de travers, on te renvoie tout de suite à « mais toi, t'es le fils spirituel d'Hitler ». Donc c'est sûr que, en parlant comme ça, c'est sûr qu'on peut pas y arriver. Bon, en tout cas, on a fait à peu près le tour de ces élections canadiennes. Est-ce qu'on peut faire un peu, pardon de t'avoir coupé, est-ce qu'on peut faire un petit peu le CV du mec, quand même ? De ce premier ministre, de monsieur Carnet, parce que c'est quand même assez beau. Moi, je veux pas le renvoyer à des trucs encore plus complotistes qu'on a déjà fait, mais quand même, c'est magnifique. Il l'a débuté, donc il a fait Harvard. Donc là, il a commencé déjà à côtoyer les grands de ce monde qui ont une pensée unique. Donc il commence à Harvard, ça c'est parfait, c'est normal. Ensuite, il commence sa carrière professionnelle, et là, ça va vraiment vous rappeler un autre pays. Les couleurs sont bleu, blanc, rouge, je vous donne un petit indice. Il a commencé en tant que dans une banque d'investissement. Ah, intéressant. À Goldman Sachs. Alors, pas chez Rothschild, mais à Goldman Sachs. Donc, c'est assez marrant, où il a passé 13 ans. Vous voyez, là-bas, il a fait tous les pays qui sont en train de basculer dans l'horreur. Il était à Londres, il était à New York, à Tokyo. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu l'épicentre. Ensuite, après avoir fait ses 13 ans à la banque, il entre au ministère des Finances du Canada. Non, mais c'est quand même pas exceptionnel, c'est le même parcours que Macron. Et putain, mais c'est exactement pareil en tant que conseiller principal du ministre des Finances. Mais putain, c'est le gars. Sauf que nous, c'était économie, mais c'est exactement ça. Ensuite, donc là, c'est la crise financière de 2008. Tout le monde dit qu'il a super bien géré. Bon, ça, j'ai pas compris parce que c'était la crise en fait. T'as super bien géré, hein. On n'est pas tous morts. Ouais, c'est bien. Voilà. Ensuite, il est passé gouverneur de la Banque du Canada. Ah, ok. Ensuite, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et
c'est là où je voulais revenir, c'est pour ça que je voulais vous faire son CV. Depuis 2020, depuis le Covid, il était envoyé spécial de l'ONU pour le climat et les finances. Donc ça, vous voyez que ces deux sujets, le climat et les finances, sont étroitement liés. En fait, le truc de sauver la planète va passer par une taxation, va passer par vous voler votre argent. C'est extrêmement limpide, hein. Le climat et les finances. Et ben lui, il a géré les deux. Et ben là, vous voyez bien que dans son programme, c'est les 2 points qui sont les plus importants pour lui si on met de côté l'immigration, quoi. C'est assez quand même exceptionnel. Oui, mais c'est ça. Pour sauver la planète, il va falloir vous prendre tout votre argent, chers amis. C'est ça. Bon, mais j'espère que vous êtes des gens altruistes. J'espère que vous avez la main verte parce que, dites-vous bien ça, hein, sans ces taxes, les amis, La Rochelle sera sous les eaux. En 1980. Ah merde, je me suis pas mis à jour. En 2050. Putain, oh là là, j'ai failli faire une énorme erreur. Ouais. Bali. Oui. C'est dans le cul, ça, Bali. C'est vrai. Les plantes, je crois que les plantes ne pourront plus pousser à partir de 2030. Les insectes. Vous allez devoir manger des insectes. Ah oui. Bah ça a commencé parce qu'on vous le dit pas. Oui, mais avec le P des vaches. Ah oui. Créer du CO2. On va devoir arrêter les vaches. Putain. Et donc, insectes. Parce que les criquets ne pètent pas, les criquets. Faudrait qu'on se renseigne, ça, quand même. Si vous payez cette taxe, c'est pas grand-chose. C'est 20 centimes. Sur les flatulences des vaches, le méthane. Et ben là, ça sera bon. Ouais. Alors, elles continueront de péter, mais vous aurez participé au moins. Voilà. Et la planète, apparemment, elle souffle un peu. En fait, la planète, elle est sous un oxygène. Et en fait, c'est plus vous donnez de l'argent pour le climat, plus l'oxygène arrive à elle, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est à peu près ça. Ouais, cet argent est redistribué en petits nuages. En fait, ces billets serviront à faire des nuages qui filtreront mieux le CO2. Donc, rassurez-vous, c'est ça. Votre argent sera réinvesti pour vous. D'accord ? C'est ça. Et Anne Hidalgo plantera un arbre. Exactement. Voilà. Et manger là, ça sera bon, quoi. Bah, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Bon. Votez cas, McKinsey. Enfin, en tout cas, c'est vrai que le CV de McCartney, les amis, si on ferme les yeux comme ça, qu'on nous dit pas le prénom du mec, c'est ça. Si je te fais une devinette, ah ouais, tu me sors Macron. Ouais, tu sais quoi, on fait un micro-trottoir, on dit un banquier d'affaires dans une énorme banque qui est devenu ensuite, qui était au ministère des Finances et qui est là et le personnage principal du pays. À votre avis, de qui je parle? Tout le monde me dit Macron, 100%. Et alors, ce qui est encore plus fou, putain, mais là on va tomber dans le complotisme. En fait. Ah. Ce qui est encore plus fou, en fait, c'est que McCartney, donc qui a le même parcours que Macron, a les mêmes amis que Macron. Oui. Il est conseillé par les mêmes cabinets de conseil. C'est vrai, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Ah putain, c'est ça dans la devinette qu'il faut mettre. Et qui est conseillé par McKinsey. Putain, mais c'est vrai, mais oui. Mais en fait, je viens de réaliser la chose. Mais oui. Je me suis dit, mais attends, mais putain, mais c'est un truc de ouf. Le mec, McCartney, est à l'initiative du projet incroyable, de l'initiative du siècle. Le mec bosse sur ça depuis des années avec McKinsey et BlackRock. Et nous, on a un président qui a le même parcours et qui s'est fait aider bénévolement pendant sa campagne de 2017 par McKinsey. Non mais... Putain, mais c'est pas beau la vie. Putain, mais on fait la même chose. Et putain, mais ça se soutient les mecs. Non mais ça pourrait être une mauvaise blague. Ça pourrait... Ouais. Et bon... Là, je le dis en chuchotant. Je vous invite, les amis, à googliser la femme de cette personne. Elle s'appelle Diana Fox. Googlisez-la et regardez l'image de son Wikipédia. J'en dis pas plus. Diana Fox. D-I-A-N-A-F-O-X. Regarde sa photo Wikipédia. Oh putain. Oh putain. Oh, mais là, oh putain. On va encore passer en privé. C'est la... On va encore passer en privé. Non mais c'est fou. Non mais là, attends, on est dans une série télévisée, ils ont la même série que nous. C'est pas possible. C'est pareil. Tu sais, c'est comme Plus belle la vie qui était traduit en belge. Mais c'est ça aussi. Mais putain, mais attendez. Mais c'est Jean-Michel. Mais on vient de se rendre compte d'un truc de fou. Putain, mais c'est le. Putain, mais on croyait être. On croyait au moins vivre quelque chose d'unique. En fait, on a tous pareil. Oh putain. Oh putain, googlisez-la, je vous en prie. Je mettrai pas dans la description son nom parce que on va avoir trop de problèmes. Diana Fox, les gars. Vous tapez ça, elle est économiste, elle a 59 ans. Et de là, vous faites vos propres conclusions. Mais moi, je les ferai pas à votre place. Oh putain. Oh putain, c'est le podcast le plus interdit là. Non mais ça y est, c'est officiel. Ah là 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 là. Et mais c'est franchement c'est pas mal. Hein. Ouais. Là, putain, on s'est rendu compte d'un truc. Ah mais en direct. Ah c'est trop bon ça. Ça, c'est pas préparé, là, tout ce qu'on vient de faire. Non, ah bah non. Non, moi, j'ai tapé sa femme. Vraiment, par pur complotisme, j'ai tapé le nom de sa femme. Par pur complotisme, j'ai tapé en direct comme ça. Et putain, je tombe sur sa photo Wikipédia, ça s'invente pas. Tu vois ce que je veux dire, ça s'invente pas. Donc oui, non, mais ça, c'est pas préparé, tu peux pas le préparer. Ça, tu peux...
Putain, c'est à cause de toi, il m'a quitté là. Moi, j'avais pas réalisé, putain. Attends, mais elle est pas engagée aux pièces jaunes aussi? Bon, allez, j'ouvre sa page Wikipédia, c'est bon. J'ouvre sa page Wikipédia. Je suis dessus, putain. Alors, attends, putain, pourquoi c'est en anglais? Ah, putain, encore parler avec un accent de merde. Expert climatique. Putain, alors déjà. Diana Fox est la cousine de Jean-Michel Trogneux, né à Toulon. Bon, attends, je vais demander. Allez, c'est parti, je demande si elle a des liens avec Brigitte Macron. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, franchement, là, c'est vrai que. Bon, non, mais là, ça y est, c'est n'importe quoi. On déconne, mais vous vous rendez compte quand même que c'est un parallèle très intéressant quand même. Ah, mais entre oui, ce qui se passe au Canada et ce qui se passe en France quand on redevient sérieux 5 minutes. Putain, mais c'est le même Playmobil. On a juste changé la tête, bordel de merde. Et élu par les mêmes personnes. Mais oui. C'est ça qui est fou. Macron, élu par des boomers en 2017, carrière de Macron, banque Rothschild, ministère des Finances, cabinet de conseil McKinsey, président McCartney, banquier, ministre des Finances, McKinsey, Premier ministre, femme. Bizarre. Pareil. Non mais. Même projet politique. Ouais. Non mais c'est vrai. Et même projet politique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même projet politique. Une immigration toujours plus folle. Même projet politique. Et puis, en se disant libéral, le libre-échange, machin. Mais, alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, je voulais qu'on aborde ce point peut-être en conclusion, c'est que, attendez, moi, je vois les libéraux, machin, c'est genre le libre-échange à profusion, on commerce avec n'importe qui. Et là, je vois dans ses déclarations, qu'est-ce qu'il dit? On va renforcer la souveraineté du Canada, s'enlever du joug américain, on va faire attention à Trump, voilà, pour ne plus dépendre de lui. Mais attendez, je croyais que vous étiez dans le libre-échange et du coup, c'est le commerce à fond les ballons et tout. Non, on adore le commerce, c'est-à-dire, on adore vous voler votre argent, qu'il n'y ait aucune règle, qu'on puisse, c'est-à-dire, on privatise absolument tout pour que les frérots oligarques puissent se faire de l'oseille, mais on vous fait quand même des leçons de morale. Il y a les deux. On te vole ton argent, on te taxe et tout, et on te fait des leçons de morale. C'est important, la souveraineté et tout. Mais attendez, je croyais que la souveraineté, c'est pas les conservateurs du coup, ou les libéraux, la preuve, vous jouez sur les deux tableaux en même temps. Donc ça m'a vraiment fait rire parce que Macron a exactement ce côté-là. Sur, oui, l'Europe jouera un rôle dans la guerre Russie-Ukraine, nous allons mettre des garde-fous, machin et tout en étant très libéral. C'est marrant parce que là, c'est un énorme point commun, encore une fois, entre les deux. On a vraiment une copie conforme de Macron de l'autre côté de l'Atlantique, les amis. Ça. Et on va pas faire la conclusion à votre place. On vous dit, réfléchissez-y. C'est ça. Et vous vous demandez, putain, est-ce qu'on n'est pas en train d'être pris pour des énormes cons, en fait? C'est ça. Hasard ou pas hasard? Non, mais parce que j'ai pas l'impression que ce soit un hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben non, parce que si tu suis le parcours et tout, non, je pense que personne n'a l'impression que c'est un hasard. Enfin, vous ferez vos propres conclusions. On pourrait en faire le sondage, tiens. Exactement. Hasard ou pas hasard, ça sera le sondage, voilà. Évidemment. Répondez-y, les amis. Il y a sur Spotify et sur YouTube. Évidemment. Bon, en tout cas, les amis, on a fait le tour de ce qui s'est passé pendant ces élections canadiennes. Si vous êtes évidemment un peu plus expert que nous sur le sujet, n'hésitez pas à commenter, on fera un petit retour. Pas la semaine prochaine parce qu'on est en vacances, les amis, on a oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà, on fait le pont, le viaduc même. C'est ça. Mais on sera là la semaine d'après, donc on fera un retour sur ce sondage, les amis. Oui. En tout cas, c'est guère réjouissant pour nos amis canadiens. Est-ce que l'armée française va devoir aller libérer le Québec à un moment? Telle est la question. En tout cas, on pense évidemment fort à nos amis et même à nos frères québécois qui, je le sais, se battent comme des oufs pour défendre la langue française au Québec. Ouais. Et rien que pour ça, évidemment, on vous soutient en masse. Et eux, c'est terrible parce que niveau médias alternatifs, niveau politique alternative, ils n'ont rien. Tu sais qu'ils nous envient. Ils nous envient vraiment. Alors que déjà, nous, on n'a pas l'impression d'être au paradis, mais putain, et eux, ils nous disent, mais oh la chance. Et il y en a plein qui écoutent des émissions françaises et tout. C'est un truc de ouf. Là-bas, il n'y a rien. Je sais que CNews est très suivi à Montréal et au Québec. Ça m'étonne pas parce que là-bas, c'est pas l'ambiance du tout. Bon, les amis, il est l'heure de retourner de l'autre côté de l'Atlantique et on file dans notre pays préféré. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir quitté finalement, mais bon. C'est vrai. Direction la France. Pendant ce temps-là, en France. Et oui les amis, votre pays préféré qui est évidemment le vôtre, hein. En tout cas j'espère que c'est votre pays préféré malgré tout ce qu'il nous fait subir. La France les amis, et cette semaine, cette semaine on a vraiment beaucoup de choses
à dire. Bon, vous l'avez évidemment entendu, cette info-là, la gauche a pleuré. Alors eux, la récupération politique, alors eux ils y ont droit. Mais eux, il n'y a aucun problème. C'est eux, comme le harcèlement. Le c'est ça. harcèlement est autorisé quand c'est soi-disant un raciste, un truc comme ça. Là, on donne l'adresse, on donne les numéros de téléphone, etc. On a le droit d'harceler. Par contre, critiquer... Moi, ah, putain. Est-ce que je fais une parenthèse maintenant? Vous devinerez jamais où j'étais jeudi soir. Non. Mais en fait, c'est honteux. Je vais être décrédibilisé à vie, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'étais au concert de Philippe Catherine, figurez-vous. Bon, j'étais invité, évidemment, j'ai pas payé, vous doutez bien. Et en fait, avant sa chanson des JO, là, sa chanson Nue, où il était nu d'ailleurs sur scène pour la faire, évidemment, parce qu'il est exhibitionniste, eh bien, il a mis une compilation de tous les commentaires horribles qu'il a reçus et des journaux étrangers qui ont été choqués par cette cérémonie d'ouverture, évidemment. Et en fait, la personne qui m'avait invité, qui était avec moi, qui est de sexe féminin, évidemment, pour aimer Philippe Catherine, me dit « Ah ouais, putain, le cyberharcèlement et tout. » Et moi, je dis j'avoue, je valide tous les messages qu'il vient de lire de haine. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de commenter la cérémonie, j'en ai rien à foutre. Elle dit oui, tu ne participes pas au cyberharcèlement. Je dis non, c'est pas ça, c'est que commenter la télé sur mon canapé, je trouve ça con et tout. Mais pour elle, ça, c'est du cyberharcèlement, de critiquer une œuvre de télé ou truc comme ça. Par contre, si c'est CNews, on a le droit de leur envoyer #enculé tous les jours sur Twitter. Ça, c'est ok. Mais alors, critiquer quelqu'un, un être humain, c'est du cyberharcèlement s'il a des idées bien. Non, mais ça, c'est comme le pluralisme dans les médias. Quand C8 invite tout le monde, on dit, ou en tout cas invite plus de gens de droite, on dit que c'est pas bien, il manque de pluralisme. Mais par contre, quand Quotidien lui dit nous n'inviterons jamais quelqu'un du Rassemblement National, okay. Là, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Bon, je te coupe, mon ami Jean-Michel, puisqu'il reste 1 minute avant les résultats en Roumanie. On se connecte à la télévision roumaine. Hop. On va découvrir en direct les résultats. Il reste 50 secondes. Alors, donc là, on a un quadruplex de tous les QG. Bon, j'ai mis la télé roumaine, donc même leur alphabet, j'arrive pas à tout lire. Mais alors, je vois en bas à gauche, donc il y a Simeon, Antonescu, la fille, je sais plus comment elle s'appelle, Laconi, je crois. Et les amis, d'ailleurs, on s'enflamme pour cette élection parce qu'on a fait 2 épisodes très très intéressants là-dessus, qui ont d'ailleurs super bien marché. Je vous conseille, si c'est pas déjà fait, d'aller les écouter. Oui, et pour comprendre le contexte. Oui. Voilà. Pour comprendre ce contexte très très particulier, ouais. En fait, de l'élection qui a été annulée, puis désannulée, puis en fait, vous avez le droit de voter. Donc il reste 15 secondes avant les résultats, les estimations. J'espère qu'ils vont me mettre la tête des personnes pour que je puisse, parce que s'ils me mettent les dons, je suis même pas sûr d'arriver à interpréter qui ce sera. Et donc il reste 4 secondes avant les estimations. Il est donc 21h en Roumanie. Et comme on a 1 heure de décalage, donc là il y a le petit jingle. Sondajul Exit Poll Avangard, date absolut uluitoare sunt valabile pentru. Alors je vois Simeon. Simeon premier avec 30%. Donc c'est Simeon qui sort en tête du premier tour. Donc c'est une énorme dinguerie. C'est une énorme dinguerie. Le successeur de Georgescu, qui avait été interdit de se présenter, sort en tête avec 30%, mais qui va être son adversaire? Deuxièmement, Antonescu. C'est le parti SRN. Antonescu, putain, ça me parle pas. Alors attends, qui est Antonescu, élection roumaine? Est-ce que c'est pas le Premier ministre sortant? Je fais un petit fact-checking, les amis, puisque je ne comprends pas évidemment ce que dit la télévision roumaine. Antonescu, c'est l'ancien président par intérim de la Roumanie. C'est le mec qui a pris, tu sais, comment on appelle ça, qui a pris quand il n'y avait personne, puisqu'on avait annulé les élections et que le mandat de l'autre finissait. Eh bien, c'est le fameux mec qui avait fait la passation. C'est le président c'était le président du Sénat pendant un moment. Voilà, ok. Bon, mais les amis, il y aura évidemment un second tour. On espère que Simeon arrivera à gagner. En tout cas, je vous conseille nos 2 précédents épisodes sur ce vol légendaire d'élection en Roumanie, les amis. Et nous, du coup, on va retourner en France parce que je sais que c'est la rubrique que vous préférez. Exactement. Évidemment. Même si c'est pas moi, écoutez bien le 2e podcast sur la Roumanie, j'ai émis des grosses critiques sur Simeon, qui est visiblement pas exactement sur la même ligne que Georgescu, mais c'est quand même un moindre mal qu'il soit là au 2e tour, puisqu'il a promis de le mettre Premier ministre s'il remportait l'élection qu'on suivra bien sûr dans ce podcast, bien sûr. Évidemment, et donc on va forcément parler de l'attentat dans une mosquée du Gard où Aboubacar Cissé s'est fait tuer par un bosniaque au RSA.
Voilà. Alors évidemment, quand cet attentat a eu lieu, on a eu la gauche, Mélenchon qui a organisé tout de suite une manifestation, qui a pleuré, les amis. Non mais ce mec, sur Twitter, il y avait que ça. Mental. Putain, tu scrollais, il y avait que cette image-là. Je n'ai vu que ça. C'est exceptionnel. Olivier Hadzovic, qui est le meurtrier de Aboubacar Cissé, qui lui était un Malien en situation irrégulière. Donc vous voyez les amis, la France est tellement remplacée et submergée par cette immigration qu'un Bosnien manouche au RSA a tué un Malien en situation irrégulière dans une mosquée. Et alors là, ce qui est énorme et ce qui montre encore une fois que fermer les frontières ou expulser des gens peut sauver des vies. Si Aboubacar Cissé était resté au Mali, il serait évidemment en vie. Et surtout, les amis, si la famille du meurtrier avait été expulsée, puisque la famille Hadzovic, je viens de tomber sur un article de 20 minutes, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière bosniaque de la famille Hadzovic, arrivée en 2021 avec sa femme et leurs 11 enfants. Saef Hadzovic avait déposé un recours, blablabla. Ça c'est le père donc du coup. Okay. Donc en fait, cette famille-là de 13 personnes, 11 enfants les amis, que vos impôts ont nourri, parce que c'est que des mecs... c'est le réarmement démographique, tu vois. Voilà. C'est super. Voilà. Ces mecs auraient dû être expulsés et les tribunaux ont annulé cette expulsion. Et des années après, un de leurs 11 enfants a tué quelqu'un. Mais vous voyez l'état de folie dans lequel on est dans ce pays ? Mais vous voyez qu'on n'a pas un poids deux mesures, nous, parce que même quand c'est un OQTF qui tue un musulman dans une mosquée, on est pour son expulsion. Hein. C'est pas que quand c'est un blanc qui se fait tuer, vous voyez. Comme quoi, on a quand même une ligne, une colonne vertébrale, qui n'est pas partagée par l'ensemble de la classe politique. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Non, parce que moi, je n'ai pas vu Mélenchon pleurer quand Lola, Thomas, Mathis et compagnie se sont fait tuer. Hein. Et puis il n'a pas fait de manifestation contre la francophobie. Là, c'était contre l'islamophobie, machin. On a peur. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'image, qui n'ont pas forcément X ou quoi, en gros, donc il est en tête de cortège de sa manifestation contre l'islamophobie. Une femme musulmane vient dans ses bras en disant « Monsieur Mélenchon, nous les musulmans, on a peur. » Et il lui dit « Faut pas avoir peur et tout. » Et il se met à pleurer. Mais des pleurs bizarres. Moi, voilà. Je ne vais pas dire à 100% que c'était du cinéma, mais en fait, et il dit, il prend pas des sanglots. Son visage reste fixé et il se mord un peu les lèvres et il est juste rouge, c'est bizarre. Je sais pas si tu l'as vu quelques secondes plus tard avec, je crois que c'était avec Manuel Bompard, un truc comme ça, où il dit, je comprends pas le début de la phrase, mais la fin c'est l'important, c'est qu'on parle de nous. Ah non, j'ai pas vu. Voilà, bon, bref. Mais alors là, on a eu le combo, les amis. Donc apparemment islamophobie, alors qu'il s'est avéré, en tout cas le parquet, là c'est le parquet qui n'a pas retenu le caractère islamophobe de l'affaire. Eux, ils avaient déjà fait la manif, perdu, pas de chance. Voilà. Donc le procureur de la République qui dit, je cite, « Les faits apparaissent à ce stade construit autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne. » Le meurtrier lui-même a dit, dans un de ses interrogatoires, qu'il a pris une personne au hasard et qu'il a tué au hasard. Donc la France insoumise en a fait un élément de récupération énorme. Et alors eux qui reprochaient à la droite des récupérations politiques quand un immigré tuait des Français, bon ben là, eux par contre, il n'y a aucun problème. Et alors là les amis, on a eu le combo. Là, à l'Assemblée nationale, on a eu Assa Traoré qui a été donc invité avec la famille de Aboubacar Cissé. Assa Traoré qui, je le rappelle, est la sœur de Adama Traoré, un multidélinquant tué par la police. Et elle a dit, Assa Traoré, ce sentiment de peur, il est au-delà de la mosquée, il est partout. Cette minute de silence est un dû. Elle parlait de la minute de silence accordée par Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, à Aboubacar Cissé. Minute de silence qui n'a pas été accordée pour Lola, par exemple. Ouais, et oui, non, mais c'est sûr que c'est un sujet. Alors, Assa Traoré, elle en a monté carrément un business. Hein, maintenant, elle vit de ça. Elle est égérie Louboutin, je crois. Je crois que c'est Louboutin, oui, c'est ça. etc. Elle s'est fait connaître grâce à ça. Donc là, Louboutin, voilà, une des marques les plus luxe. Évidemment que maintenant, c'est ça son activité. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça peut paraître choquant, mais maintenant, son activité, c'est de porter cette voix-là. Donc dès qu'il y a une affaire, il faut absolument qu'elle s'en saisisse, etc. pour rester sur le devant de la scène. Donc c'est horrible, même quand au final, il se trouve que visiblement, c'est pas de l'islamophobie. Bon. Et c'est sûr qu'il n'y ait pas eu ça pour Lola, qu'il n'y ait pas eu ça pour Thomas, qu'il n'y ait pas eu ça pour plein de gens, ça paraît bizarre. Mais moi, j'ai ce sentiment-là de faire monter, comme d'habitude, ces guerres entre communautés.
parce que c'est comme, tu sais, quand ils avaient augmenté les remboursements pour les étrangers en situation irrégulière, là, tu sais, de la... Comment ça s'appelle, putain, de l'AME, tout en baissant les remboursements des Français qui ont les papiers de France, quoi, des Français, et on augmentait ceux des étrangers. Et bien là, c'est pareil, hop, vous avez le droit à votre minute de silence, les autres non. J'ai l'impression que ça arrange aussi certains de faire monter ces tensions-là. Et pendant ce temps-là, nous, on s'embrouille à regarder le musulman au QTF, à regarder les tueurs de blancs, à regarder machin. Et on n'embête pas du tout ceux qui sont au sommet, qui ont permis ça, qui encouragent ça encore aujourd'hui. Clairement, c'est une espèce de semi-guerre civile contrôlée, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, alors, que n'a-t-on pas entendu sur les musulmans sont en danger en France, alors ils sont en danger que nenni, les amis. Ouais. Moi, j'ai les chiffres. Les actes anti-religieux enregistrés en France entre 2020 et 2022, nous avons 2600 actes anti-chrétiens, 1400 actes antisémites et 600 actes anti-musulmans. Et concernant les violences physiques, 150 antisémites, 50 chrétiennes et 25 musulmans. Ouais. Donc vous voyez, les musulmans ne sont ni en danger ni persécutés dans ce pays, mais ça évidemment, vous le savez. Mais alors là, le cirque que la gauche a fait pendant des semaines et des semaines sur cette affaire, et il lâche pas l'affaire, hein, puisqu'une nouvelle manifestation est organisée dans les prochains jours. Hein. Ah, je savais pas. D'accord, il y a un nouveau truc qui est organisé. Okay. Donc les mecs sont quand même chauds. Bon, c'est le business. Les amis, on passe maintenant, mais en fait on va pas trop s'éloigner de la gauche, on va rester sur la France insoumise avec Manon Aubry. Manon Aubry qui tweet il y a 3 jours, en route avec Mathilde Panot vers Varsovie depuis Berlin pour emmener des pilules avortives au premier centre avortement ouvert en Pologne. Alors que l'extrême droite s'attaque à nos droits et la Pologne interdit l'avortement, nous organisons la riposte et la solidarité féministe. oui, ça c'était vraiment leur énorme coup de com', leur gros coup d'aller apporter des pilules pour l'avortement là en Pologne, parce que il y a eu une loi, c'est ça qui a bougé là-bas, c'est ça ? Je crois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avortement est interdit en Pologne. Ouais. Toujours est-il que... Mais pourquoi les Polonais ne les ont pas arrêtés ? Pourquoi ces dindes ont réussi à sortir de leur territoire ? Parce que, posez-vous cette question. Parce que certains vont nous dire, ouais, mais quand même, l'avortement... Bon, bref. Ok. Posez-vous la question et dites-vous comment vous réagiriez-vous si des parlementaires américains venaient en France et distribuaient des flingues à tout le monde au nom du droit au port d'armes. C'est vrai que c'est énorme. Non mais... Putain, c'est vrai que c'est exceptionnel. Tiens, prends un barillet si tu as droit. Au nom de l'article 1, tu sais. Putain, c'est vrai que la comparaison est très drôle. Mais c'est exactement la même chose, les amis. Hein. Que tu sois pour ou contre l'avortement, en fait, le sujet, il est même pas là. Le sujet, il est que des parlementaires français aillent en Pologne, pays allié et ami de la France, pour contester leur souveraineté. Et alors ça, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, alors là, dans la presse, on n'a pas entendu parler. Hein. Oui, et je croyais que c'était de l'ingérence de donner déjà son avis sur les élections. Quand Elon Musk, il donnait son avis sur les élections, je comprends pas. Et alors, la riposte féministe, là, le soutien des féministes, Mathilde Panot, Manon Aubry, toute la gauche, les féministes, donc ils vont en Pologne donc distribuer des pilules avortives pour que des femmes blanches occidentales polonaises avortent de bébés blancs polonais. Quand est-ce que Manon Aubry va aller dans le 9-3 dénoncer les excisions ? Oui, moi j'ai plein de destinations de voyage à lui faire, hein, si elle veut sortir de France, ouais, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, j'ai plein de destinations à lui donner. Ça c'est sûr qu'au nom du féminisme, il y a quand même de sacrés pays à... Ouais. Est-ce que Manon Aubry pourrait aller distribuer des capotes au Nigeria par exemple ? Oui. Non mais on les entend jamais sur ces sujets-là. On les entend à chaque fois sur les sujets contre les blancs. Mais c'est marrant, hein. Dans les pays musulmans, elles disent rien. Par contre, en Arabie Saoudite où l'avortement est aussi interdit, là il n'y a pas de problème. Hein. Oui, puis là, t'as des trucs de lapidation et tout, hein, ils peuvent pas conduire. Enfin, je sais que là, ça c'est un peu ouvert, mais machin. Enfin, même le Yémen, et puis surtout l'Afghanistan. Enfin, surtout l'Afghanistan. Là, c'est quand même exceptionnel. Mais, oui, leur électorat musulman, comment ça s'appelle, le projet Nova ou je sais pas quoi là. Il faut convaincre 200 000 électeurs musulmans pour être au 2e tour. Donc elles le diront jamais, encore une fois. Ceci étant dit, et on va terminer là-dessus avec LFI, bonne nouvelle pour eux, puisque un de leurs électeurs a été libéré par erreur. Oui, c'est l'info qu'on a appris par BFM Télé il y a quelques jours. Un prisonnier a été libéré par erreur à Bordeaux. C'est son homonyme qui devait retrouver la...
C'est son homonyme qui devait retrouver la liberté. L'homme est actuellement recherché. À l'origine, la cour d'appel de Bordeaux avait ordonné la libération d'un ressortissant marocain recherché par les autorités de son pays, devant être assigné à résidence et placé sous OQTF par la préfecture en attendant sa prochaine expulsion. Mais ce n'est pas lui que les surveillants pénitentiaires ont extrait de la cellule, mais un autre. En fait, les surveillants ont confondu deux Mohamed. Oh putain, parce que j'allais dire, tu sais, il y a des pays où ils ont tous le même prénom. Je crois que c'est aux Philippines. Non mais là, les mecs. Oui, mais là les mecs ont. Non mais quand je dis deux Mohamed, c'était pas une vanne. Les mecs ont confondu. Non, les mecs ont confondu Mohamed avec un M et Mohamed avec deux M. Oh putain. mais putain, mais avec le même nom de famille et tout, mais il y a pas des numéros d'écrou et des numéros de prisonniers, non? Putain, va savoir. C'est possible. Non, mais comment ils ont pu se débrouiller? Bon, bref. C'est horrible. Bon, les amis, on va partir à Toulouse. Et là, ça m'a fait rire, les amis. Clap de fin. Ça, c'est le titre de l'article du Parisien. Victime de coupes budgétaires, le Festival international des arts vivants de Toulouse s'arrête. Alors là, jusqu'à là, bon, pourquoi pas, des coupes budgétaires. On fait des économies, c'est plutôt bien. Sur le dos de la culture qui ne sert à rien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et alors moi, c'est vraiment l'article qui m'a fait rire. Je vous le lis en travers jusqu'à arriver au point où ça m'a vraiment fait rire. Ce festival confirmait à son tour la fin d'une aventure commençant en 2019, la suite d'un non-renouvellement de soutien financier de l'ensemble des collectivités territoriales, alors que la 3e édition était prévue, blablabla. Cela représentait pour la dernière édition 352 000 euros, 152 000 euros de Toulouse Métropole, 90 000 de l'État, 60 000 euros du département et 50 000 euros de la région. C'est c'est énormissime. Hein. C'est énormissime. Oui. Mais alors, surtout quand on a besoin d'argent dans plein d'autres trucs. C'est ça le truc. Si moi on était au Qatar, je les emmerderais pas. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Mais alors, c'est la fin de l'article qui m'a fait rire. Interrogé sur la possibilité de poursuivre l'événement sans les aides publiques, Serge Bora, donc organisateur de l'événement, répond clairement. Je le cite. On aurait pu se dire que l'on revoyait le périmètre de nos saisons à la baisse pour continuer la biennale. Alors j'imagine que c'est quelque chose de plus quotidien. Mais cela aurait démontré une fois de plus que l'on peut se débrouiller. Et ce n'est pas le message qu'il faut faire passer, estime l'homme de culture. Soulignant par ailleurs le démantèlement du secteur socioculturel depuis des années. Il ne faut pas perdre le lien avec certains quartiers, certaines communautés. La culture doit rester accessible. Donc le mec, là, est en train de dire clairement, on aurait pu faire quelque chose de rentable sans les subventions de l'État, mais non, on préfère vous voler votre argent. Oui, c'est ça, il faut pas vous montrer qu'on peut, parce que sinon vous allez arrêter de nous donner. Et nous, c'est pas notre objectif. Nous, l'objectif, c'est surtout que vous nous donniez de l'argent. Donc on va pas vous prouver que c'est possible de survivre sur votre argent. Sinon, vous servez à quoi? Puisque nous, on paye pas d'impôts, vous donnez de l'argent, on est gagnant dans l'échange. Alors que si on se met à faire de l'argent, à être taxé sans avoir de subvention, c'est plus intéressant là. Mais c'est génial de le verbaliser. Hein. C'est comme, moi j'adore les gens comme ça qui disent la vérité, comme le mec du parti islamique là, en Belgique qui avait dit nous on veut appliquer la charia. Putain, au moins c'est clair. Là c'est parfait. On ne veut pas arrêter les subventions parce que c'est pas notre projet. Bon merci. Vigneux-sur-Seine maintenant, une aire de jeu pour enfants construite pour un montant de 90 000 euros, incendiée 24 heures après son inauguration. Les enfants n'en auront profité que quelques heures. Ce jeudi soir, l'aire de jeu du parc Gros-Buisson, situé à Vigneux-sur-Seine, a été partiellement détruite par un incendie. Le maire Thomas Chazal, qualifié de criminel dans un communiqué publié ce matin par l'ensemble du conseil municipal. Cet équipement dernier cri, construit pour un montant de 90 000 euros. Alors, putain, mais moi, en fait, il faut m'expliquer les aires de jeu à 90 000 euros. Moi, je vois la photo, il y a une putain de chenille et de l'herbe. Non mais c'est une putain d'escroquerie. Non mais 90 000 euros. Mais tout est pas en mousse, tu sais, pour pas que tout le sol est pas fait en mousse pour pas qu'il se blesse ou je sais pas quoi. C'est peut-être cher ça, non? Tu vois. Ouais, après c'est vrai que sur les photos on voit plus grand chose. Oui, tout est brûlé. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça, oui, de toute façon, c'est comme l'USAID, tu sais. Cours de poterie à Dakar, 7 millions à l'année. Mais attendez, mais qu'est-ce qui coûte cher là? Je comprends pas. C'est le prof qui prend 4 millions par mois. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il y a évidemment de l'argent. Il y a des surfacturations. Quand je vois des présidents de région qui mangent pour... c'est combien? Ils mangent pour 2 000 euros le repas. Putain, moi, j'ai jamais mangé 2 000 euros, même le mois, tu sais. Bon, bah voilà, évidemment que les surfacturations, ça existe. J'ai une petite alerte info, juste petite, qui nous vient de la Roumanie. Il y a le 2e et le 3e qui sont égalité. Là. Les deux, ils sont donnés à 20%, sachant que, alors, en l'occurrence, c'est Dan, le mec Nikuzor Dan, c'est le candidat pro-Europe, voilà, qui est un parti, qui est un mec indépendant, mais qui est pro-Europe. Il est égalité
avec l'ancien ministre, qui lui est soutenu par la coalition avec et le Parti libéral et les social-démocrates. Voilà. Donc on ne sait pas qui va affronter Siméon deuxième tour pour l'instant. C'est juste, voilà, petite alerte info. Merci Trotsky. 79% des Français sont favorables à quoi selon toi? Ils sont favorables à quoi? Est-ce que c'est dans le domaine de la culture, encore une fois? Non. D'accord. 79% des Français sont favorables à l'installation de portiques de sécurité dans les collèges et les lycées. Ah, ben ouais. Bah, avec le truc du couteau là, de Nantes, forcément. Mais pourtant, on leur a dit de le laisser à la maison, les couteaux. Je ne comprends pas. Écoutez les spots de pub du gouvernement. Les couteaux, c'est à la maison. Putain, vous n'écoutez rien, les collégiens. Merde. Et alors, c'est marrant parce que vous voyez, en fait, on l'a dit, je crois, dans le précédent podcast, on oublie nos frontières françaises en laissant entrer n'importe qui. Et en fait, aujourd'hui, on doit mettre des frontières partout à l'intérieur de notre propre pays, que ce soit dans les écoles de vos enfants, dans vos maisons avec toutes vos alarmes et vos télésurveillances Vérissure, vos portes blindées. En fait, on se protège de l'intérieur alors qu'il aurait suffi tout simplement de ne pas faire rentrer n'importe qui. Oui, et puis d'éduquer, parce que bon, il y a des gens qui sont rentrés de nulle part, qui sont français, machin, et qui cassent les couilles aussi, mais bon. Oui, bien sûr. Il y a des faillites de partout. Mais en l'occurrence, il y a aussi cette faillite-là, évidemment. C'est infernal. Et puis tout ça, ça finit qu'il y a ceux qui sont à 10 000 et plus, qui arrivent à être dans des endroits protégés, dans des collèges protégés, dans des endroits protégés. Eux, tout va bien. Et le reste, bah, vous côtoyez la merde et tant pis pour vous. On file à Aubervilliers pour finir, les amis, dans un salon de coiffure. Un salon de coiffure à Aubervilliers. Bon, bah, pourquoi pas? Oui. C'est bien, non? Bah, un salon de coiffure. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Oui. Bon, c'était un salon de coiffure un peu particulier. Ah bon? C'est bon. Là, si tu me dis juste que c'était réservé aux hommes ou aux femmes, ça, il y en a plein. C'est pas ça, j'espère. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce qu'ils proposaient un service particulier en plus de la coiffure? Ouais. Style coiffure et chicha ou un truc comme ça? Non. D'accord. Est-ce que ça tient à une culture spécifique? Ils ont mis quelque chose d'une autre culture en plus de la coiffure? Oui et non. C'est genre centre de prière et coiffure? Non. Non. Est-ce que c'est parce que c'est rapport aux gérants qui ont des coutumes bizarres? Ou alors c'est vraiment le concept du salon de coiffure qui est chelou? C'est vraiment un concept très particulier. Et l'activité se fait essentiellement sur Snapchat. On coupe des cheveux sur Snapchat, quoi. Mais c'est quoi? On a des genre des lunettes virtuelles et ils font semblant? Non. Je vous lis l'article. Oh, putain. Sur son compte Snapchat et dans son salon de coiffure d'Aubervilliers, Nidal vendait tout et n'importe quoi, y compris de la drogue et des armes. Kalachnikov, Uzi, fusil à pompe. Un véritable arsenal retrouvé le 29 avril par les services de renseignement. Non mais c'est incroyable. Donc le salon de coiffure était en fait un salon qui vendait des armes de guerre. Putain, c'est... Parce que tu te souviens, il y a 3 ou 4 ans, il y avait eu une affaire. Il y avait des mecs qui blanchissaient l'argent de la drogue et qui stockaient la drogue dans leur salon de coiffure, mais il y avait des chauves qui venaient se faire coiffer. Et il s'est fait choper comme ça. Je sais pas si tu te souviens de cette affaire-là. Là, c'est putain, arme. Ah oui, putain, il est passé à la catégorie supérieure, le mec. Non mais les gars, c'est pas énorme quand même ce... Non, mais... C'est beau. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous ferez? Bah, je vais vous faire une coupe et puis un fusil à pompe. Très bien. Non, mais surtout qu'on l'a dit dans le podcast numéro 3, quand on parlait du port d'armes en Suisse, on disait, mais en fait, les gars, les méchants, ceux qui ne respectent jamais la loi, ils vont dans un salon de coiffure, ils s'achètent une Kalachnikov et puis ils repartent tranquillement. C'est vrai qu'il y a un port d'armes qui existe déjà, quoi. Ça pourrait relancer le débat du port d'armes très sérieusement si vous enleviez un peu vos œillères de Français trop bien éduqués sur les armes, c'est mal. Non, mais c'est un truc de fou, moi. À chaque fois que je parle d'armes, et c'est surtout avec les femmes, je remarque, elles ont toutes la même réaction. Elles ont toutes la réaction du « Ah non, mais ça va pas ou quoi, c'est dégueulasse !» Il y a des tueries de masse. Direct. Il y a des tueries de masse aux États-Unis. Ah, d'accord. Après, tu lui envoies l'exemple de la Suisse. C'est ça. Mais franchement, comme là, on sait qu'il y a eu une vague de nouveaux, en tout cas sur l'épisode précédent. Si vous n'avez pas écouté, c'est un des podcasts pour moi vraiment les plus intéressants de toute notre playlist. Écoutez le 3e podcast sur la Suisse et le port d'armes. Il était vraiment très argumenté. Si là, quand Jean-Michel a parlé du port d'armes et que vous êtes dit « Ah putain, non mais c'est pas possible, ils abusent là, ça y est, port d'armes, c'est abusé », allez écouter les arguments. On ne dit pas que vous serez convaincus, mais allez écouter les arguments. Franchement, c'est assez intéressant ce qui se passe en Suisse. Et allez, on finit les amis pendant que les États-Unis, Elon Musk et Trump
sont en train de préparer leur projet pour aller sur Mars. En France, on innove avec Regla, l'application qui géolocalise les protections périodiques gratuites. Oui, l'association Règles élémentaires a lancé Regla, une application qui référence les lieux où trouver des protections périodiques gratuites. Eh oui. Parce que ça, quand il faut trouver de la gratuité, quand il faut être bien dans les plans rats, c'est pas un plan pour vous permettre d'être indépendant financièrement et tout, c'est un plan pour bien rester dans les trucs gratuits, c'est important. C'est vrai, c'est très français, c'est magnifique, c'est vraiment très français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme d'habitude, ça m'étonne pas, mais je vois très bien le public que ça cible. Le public de gens, je suis bientôt en fin de droit de chômage, je vais retravailler 3 mois. Et après, ça m'ouvrira les droits au chômage. Je vais faire 6 mois de chômage, puis je vais retravailler 3 mois. Puis j'aurai un projet tour du monde, puis je vais retruc. Je les connais très bien, ces gens-là. Exactement, t'as tout compris. Bon, et voilà, c'était. On a fait le tour, évidemment, de ce qui s'est passé cette semaine. Bon, j'ai oublié de parler, évidemment, de l'affaire de Drancy, puisque on va voir si cette affaire connaît, évidemment, une évolution. Émeute ou pas émeute en France. Vous n'avez pas vu la vidéo du policier qui a tué, ou pas, en tout cas, un mec qui essayait de reprendre sa motocross. N'hésitez pas à aller la voir sur Internet, elle est libre d'accès. Merci Elon Musk. C'est ça. Donc on en parlera peut-être dans le prochain podcast pour voir comment si l'affaire s'envenime ou pas. En tout cas les amis, d'ici 2 semaines, il y aura eu tellement d'actu gros. C'est ça, on n'est pas là la semaine prochaine. La semaine prochaine on fait le viaduc les amis. On profite un peu du pont là pour partir, pour s'évader. C'est ça. Moi je vais à la campagne, tu vois, donc génial. Voilà. Je m'évade un peu de la ville, je vais avoir des vaches qui pètent et qui produisent beaucoup de CO2. Tu leur mettras un cache-anus de ma part, s'il te plaît, pour sauver la planète. Je te remercie. Donc voilà, Trotsky, tu pars un peu? Non, moi je pars pas du tout, figure-toi. Ça bosse, ça doit faire tourner l'entreprise familiale. Le mec s'invente un statut de cadre supérieur. Non, mais ouais, j'ai pas mal de travail sur des projets autres et annexes, et ça touche à sa fin là bientôt, mais moi je partirai au mois de juin, voilà pour tout dire, mais on en reparlera d'ici là. Très bien, en tout cas profitez évidemment de cet énième pont du mois de mai. Et oui, on a fait des guerres, mais quand même c'est vachement cool quelques années après, puisque du coup ça nous permet de pas travailler. C'est pas faux. On aurait pu quand même moins en faire parce que le mois de mai c'est déconné. Bon, en tout cas les amis, profitez bien, partagez en masse ce podcast sur que ce soit sur les plateformes YouTube, Spotify ou Apple, partagez autour de vous. Là voilà, si vous êtes en famille ce week-end, bon ben voilà, essayez de parler un peu du podcast à votre tata un peu gauchiste, à votre oncle un peu complotiste, dont on réunit à peu près tout le monde. Hein. C'est vrai. Bon, alors ce podcast-là, je sais pas si c'est le meilleur pour commencer, parce que surtout la partie de la comparaison entre le Canada et Macron, il y a 2-3 passages un petit peu hard. Mais il y a forcément un sujet qui les intéresseront. En tout cas, vous-même, fans du podcast, n'oubliez pas le pouce sous la vidéo YouTube, c'est hyper important pour nous le référencement. Laissez-nous un petit commentaire. Vous savez qu'on compte que sur vous quand on passe pas en privé. Donc faites l'effort pour nous soutenir. Et comme ça nous encourage à continuer et à faire toujours des épisodes, à être réguliers. Parce que c'est vrai que voilà, quand on prend la vidéo en privé et une audience faible, putain, on n'a pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La motivation pour s'y remettre est évidemment moindre. Donc chacun peut faire sa petite part pour nous encourager à toutes les semaines tenir ce podcast. Et vu ce qu'on a dit au début de l'émission, à mon avis, Trotsky, il va falloir que tu veilles pour voir si YouTube nous mettra en privé ou pas. Oh là là. Parce qu'à mon avis, on va avoir droit à la censure de YouTube, à mon avis. Bon les amis, passez une bonne semaine, un très bon long week-end, et on se dit pas à la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. Ciao, ciao. Salut.